chers candidates, chers candidats au concours de recrutement d'enseignantes et enseignants au cadre des académies, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième partie dans laquelle on va enchaîner dans le cadre de notre préparation à l'épreuve de la didactique des mathématiques. Alors, on va commencer par la partie qui concerne ce domaine 2 qui aborde les curriculums et ressources. En arabe, il s'agit bien de al-manahij wa al-mawad. Alors, on a déjà vu le rôle, l'exploitation des manuels scolaires. Dans cette partie, on va parler des outils didactiques spécifiques à l'enseignement des mathématiques, que ce soit d'après le descriptif du concours, l'aspect historique, ou bien les jeux, ou bien les énigmes mathématiques. Alors, tout d'abord, en arabe, les outils didactiques, ça veut dire الأدوات الديداكتيكية الخاصة بتدريس الرياضيات، ويتعلق الأمر بالأبعاد الثلاث: البعد التاريخي، بعد الألعاب، وكذلك الألغاز الرياضية. إذن نسترسل. Donc, on va commencer dans un premier moment par définir qu'est-ce que c'est qu'un outil didactique. المقصود بالأداة الديداكتيكية. Alors, un outil didactique est un terme générique, ça veut dire que c'est un concept qui est fabriqué par deux mots, outil d'une part et didactique d'autre part, et qui désigne tout dispositif matériel accompagnant une situation d'enseignement-apprentissage. إذن يتعلق الأمر بكل عدة مادية ترافق الوضعية أو وضعية التعليم والتعلم. التعليم, enseignement, والتعلم, apprentissage. Donc, un outil didactique est un terme générique qui désigne tout dispositif matériel accompagnant une situation d'enseignement-apprentissage. Donc, on pourrait bien parler d'un cahier de l'élève, c'est un outil didactique. Un ordinateur, c'est un outil didactique. Et le manuel scolaire, qu'on a déjà vu, est également un outil didactique. Le tableau également. Le tableau est un outil didactique. On peut y ajouter, par exemple, les instruments de géométrie, que ce soit une équerre, une règle, un compas. Alors, cet outil didactique, il est choisi et utilisé. Donc, c'est un choix de l'enseignant. Et bien entendu, il est utilisé par l'enseignant pour intégrer la situation didactique. La situation didactique, c'est-à-dire وضعية التعلم particulièrement. Il s'agit bien d'un choix. Attention, فهو اختيار من اختيار المدرس. Et donc, voilà donc la définition, disons la première définition de l'outil didactique. On va voir ce concept dans ces trois aspects. Comment exploiter l'histoire des mathématiques en tant qu'outil didactique, comment exploiter de l'autre côté les jeux, et bien entendu, comment exploiter les énigmes mathématiques en tant qu'outil didactique. Alors, pour l'histoire, on peut bien parler de l'histoire des mathématiques et la motivation. التحفيز, c'est un aspect très important. Alors, l'histoire des mathématiques peut servir comme outil pour corriger le désintéressement des élèves face aux mathématiques en déclenchant au moins leur curiosité qui est un type de motivation. Donc, voilà une première utilité de l'usage de l'histoire des mathématiques, c'est qu'il motive l'apprenant, motive l'élève. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir un élève dans une classe qui peut bien résoudre une situation, mais il n'est pas motivé, donc il ne peut pas participer à la situation d'enseignement.
Et par suite, l'aspect historique donne cette motivation à l'élève et cette faculté d'intégrer la situation, d'intégrer, donc l'intégration en arabe, l'idmaj. Par exemple, on peut bien poser des questions. Quelle est l'origine historique des symboles mathématiques algébriques, plus ou moins racine égale chiffres tels que nous les représentons sur le papier, qui ne sont en fait qu'une matérialisation d'une image intellectuelle abstraite. استعمال البعد التاريخي يتجلى في الترميز الرياضياتي. مثلا لماذا تكتب زائد علامة زائد بالصيغة الحالية، كذلك بالنسبة لباقي الرموز الرياضياتية. لماذا مثلا يتم كتابة الأرقام بالطريقة التي نكتبها بالطريقة الحالية، وكل هذه الأمور لها أكيد تفسير تاريخي. Par exemple, alors, dire que les nombres complexes sont complexes, est-ce que cela veut dire que les autres nombres que l'élève a rencontrés dans son parcours de scolarité ne sont pas complexes, ou bien ils sont simples? Et dans quel sens peut-on voir ou concevoir cette simplicité؟ يتعلق الأمر هنا بسؤال الأعداد العقدية. لماذا سميت بالأعداد العقدية؟ ولعل البحث في تاريخ الأعداد العقدية يظهر بأنه إرث تاريخي في وقت كانت فيه معادلات صعبة الحل، وسميت هذه الأعداد بالأعداد التخيلية والمعقدة، ليأتي بعد ذلك ابتداء من القرن 15 إلى 5 قرون بعد ذلك ليتضح بأن الأعداد العقدية فهي ترجمة للعلاقات التي نستعملها في الحساب المنتجي في المستوى، وفي المجال الدراسي فهي ليست معقدة باسم أو تعكس الصيغة التي يحملها الاسم. Alors, dire également que ces nombres sont imaginaires, est-ce qu'ils sont-ils vraiment imaginaires que les nombres réels? Sinon, comment peut-on croire à la matérialité de l'infinité des nombres infinis dans l'écriture décimale de racine carrée de 2؟ إذا القول بأن هذه الأعداد تخيلية، فالسؤال هل هي أكثر تخيلاً من الأعداد الحقيقية؟ مثلاً جذر مربع 2 الذي يكتب ما لا نهاية من الأرقام بعد الفاصلة، كيف يمكن تخيل ذلك؟ وعلى النقيض يسمى عدداً حقيقياً. Alors, j'ai essayé de parler en langue arabe suite à la demande d'un candidat qui a proposé ceci, vu que les titulaires de licence fondamentale n'ont pas vu ou bien n'ont pas vu la didactique, et d'une part, et d'autre part, il y en a qui ont déjà commencé les préparations en langue arabe, alors ils aimeraient bien avoir un lien avec ce contenu. Alors, dès que possible, je vais essayer de faire la traduction. Alors, on a fini avec le premier aspect qui concerne le rôle de l'histoire dans la motivation. C'est un aspect motivationnel de l'élève. Maintenant, on va voir l'histoire des mathématiques et son rôle dans l'interdisciplinarité. Alors, نقصد بالinterdisciplinarité ما هو مستعرض أو ما يمكن تطبيقه في تخصصات أخرى مدرسية، مثلا في مادة الفيزياء والكيمياء أو في مادة الحياة والأرض وهكذا. Alors, les mathématiques est bien entendu un réservoir d'outils, de formes, d'objets fictifs utiles, gérés par une organisation et un ordre logique, et qui se transmet de génération en génération.
Et le plus simplement, c'est que ces outils peuvent se réemployer dans d'autres disciplines. إذا تعلمون أن البعد التاريخي للرياضيات الرياضيات كونها مجموعة من الأدوات والأشكال والأشياء المجردة والتي يحكمها أو تخضع لضوابط منطقية فهي تنتقل من جيل إلى آخر. بالطبع لا تنتقل بشكل فرداني، لكن تتطور بوجود تخصصات أخرى. وسوف نعرض الآن هذه التخصصات التي ساهمت في تطور الرياضيات أو الرياضيات ساهمت في تطورها أيضا وبمفاهيم لها علاقة بالجانب المدرسي. Et donc on peut citer le domaine de l'architecture de l'art et les relations avec le nombre d'or. Alors, vous pouvez chercher qu'est-ce que c'est que le nombre d'or. Je pense que c'est 1,618, ou bien c'est 1 plus racine de 5 sur 2. C'est un nombre très pratique dans l'architecture et dans l'art également. On appelle parfois le nombre divin. En anglais, c'est ratio number, golden number. C'est un nombre qui est très utile et qui donne une harmonie de construction pour les bâtiments. Et on peut voir également la fabrication du papier A4 et le nombre racine carrée de 2. Oui, c'est un exemple. Pourquoi pas, on peut bien le citer. Je vais citer un exemple. C'est pas est-ce que, bon, je cherche toujours, est-ce que vous pouvez voir ceci? Voilà. Alors, un papier format A4. Vous prenez la largeur d'un papier format A4, vous le multipliez par racine carrée de 2, alors vous allez trouver tout simplement la longueur, hein, la longueur petit l. Alors, regardez, pour la largeur L d'un papier format A4, vous le multipliez par racine de 2, vous allez trouver la longueur. Question, pourquoi ça? Il y a une explication, peut-être je vais la dévoiler. C'est tout simplement pour avoir le même format en pliant une feuille, hein, de format A4. On peut bien voir, toujours dans le cadre de l'interdisciplinarité, les solutions chimiques et la notion de probabilité. Hein, et la notion de probabilité, donc ce sont des portions d'un liquide par rapport à l'autre. Le microscope, ça c'est le domaine de la médecine, bien, en fait la biologie si vous voulez, et la notion de motici. Hein, parce que si on fait agrandir ou bien en fait réduire ou agrandir un objet, ce n'est qu'un changement de coefficient d'une homoticie donnée. Et puis le domaine pharmaceutique et la statistique, on dit également les statistiques. Donc, ce sont les statistiques qui nous permettent d'avoir une idée sur l'efficacité d'un médicament ou bien d'un remède, ou bien le contraire. Le domaine de l'informatique, de la technologie et de l'algorithme. Alors, bien entendu, pour les informaticiens, on utilise toujours un organigramme, un algorithme pour des programmes. Et donc, l'algorithme, c'est une carte qui dépend, bien entendu, de la logique mathématique. Et entre parenthèses, l'algorithme, ça provient historiquement du nom algorithmos, c'est le nom d'un chercheur arabe-musulman, Al-Khawarizmi, Mohamed ibn Moussa Al-Khawarizmi, dont le nom a été varié d'Al-Khawarizmi, algorithmos et puis algorithme.
Le domaine de la géographie, le passage de la représentation de la dimension physique à la notion de plan. Et donc, la géographie, bien entendu, vous pouvez voir des cartes, oui, c'est ça, des cartes, et dans lesquelles il y a bien entendu dans la nature des objets à 3D, mais on pourrait bien les représenter sur un papier. Et donc, c'est un changement de dimension de 3D à 2D. La datation par le carbone 14 et la notion d'exponentielle. Alors, sûrement, vous avez vu le rôle phénoménal de cette fonction exponentielle. Et bien entendu, il y a une équation différentielle qui nous pourrait donner la date d'anciens objets en utilisant la datation par le carbone 14. Le calcul de surface et volume et la notion d'intégrale. Bien entendu, on peut calculer des surfaces et des volumes en utilisant la notion d'intégrale. Les forces mécaniques et la notion de vecteur et produit scalaire. Ça aussi, c'est une application. Et enfin, parmi d'autres, bien entendu, la vitesse et la notion de la dérivation. Alors, la vitesse, c'est un déplacement, et puis on a la dérivation qui est la limite d'un rapport f de 1 moins f de v sur 1 moins v. Voilà donc des exemples très pratiques dans une classe en relation avec le cycle secondaire. Si vous voulez un exemple historique, ce qu'on pourrait parler d'une situation de problème à dimension historique, on pourrait bien donner cet exemple qui fait apparaître la notion de théorème de Thalès. Alors voilà un schéma, la question comment calculer la longueur d'une pyramide. Alors regardez, à un moment ensoleillé de la journée, Thalès place un de ses disciples, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la pyramide. Vous voyez, elle prend alors CD, c'est la distance, non, c'est cette distance, et puis DM, c'est cette distance. Je pense DN et non pas M, et puis AM, ce sont des données. Donc, on a en fait ce schéma-là qui donne des longueurs avec des rapports. Vous pouvez voir la démonstration parce qu'en fin de compte, le théorème de Thalès, c'est un rapport de distance dont on connaît la longueur de disciple, cette longueur ici, celle-là. Il nous reste tout simplement à appliquer le théorème de Thalès. Vous pouvez le voir à tête reposée pour en comprendre. Et je présente ceci comme étant un exemple. Si c'était par exemple la question donnée à un exemple de l'utilisation de l'histoire dans le cycle scolaire. Alors, dans ce contexte, le domaine est riche de sujets motivants qui figurent dans le programme officiel et on a proposé quelques problèmes historiques. Par exemple, celui-là, il y a également dans d'autres domaines de scolaires, à savoir l'histoire des nombres, la valeur de nombre pi, c'est historique, l'aire d'un cercle également. On peut penser à Thalès également. Le nombre d'or, les démonstrations, comme on a vu du théorème de Pythagore, de Thalès également. Donc, une telle insertion des élèves dans ce contexte historique à caractère expérimental et ça leur permettrait de mieux comprendre les démonstrations et le sens des outils mathématiques. Et ça, c'est très important. On pourrait bien voir ceci dans le manuel scolaire, des petites rubriques qui font des références à quelques concepts mathématiques. Voilà donc pour ce premier volet qui concerne l'histoire. Maintenant, on va voir le deuxième volet, à savoir les jeux. Alors, pour la définition des jeux, alors il y en a beaucoup, bien évidemment, dans le champ de la didactique, mais j'aimerais bien partager avec vous une notion
de ce qu'on appelle le jeu sérieux, hein, le jeu sérieux. Bon, en fait, c'est une notion qui trouve également son équivalent au, en anglais, c'est serious game, ou bien les jeux sérieux, c'est quoi? D'après un chercheur, c'est une application informatique, donc ça nécessite de l'informatique, hein, dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux, de manière non exhaustive, l'enseignement, l'apprentissage, la communication, avec des ressorts ludiques du jeu vidéo. Ludique, ça veut dire en arabe mumtir, hein, une telle association a donc pour but de s'écarter de simples divertissements. إذا الفكرة هنا واضحة، فلا يتعلق الأمر باللعب من أجل اللعب، لكن لعب ذو بعد وذو هدف يتعلق بالتعليم، يتعلق بالتعلم، يتعلق بالتواصل، ويتعلق أيضا بالمعلومية. Il y a beaucoup de définitions, mais quand même, à travers de multiples définitions, on peut parler de l'aspect pédagogique et l'aspect technologique et, en fin de compte, l'aspect ludique ou divertissant. Alors, ludique, ممتع. مرة أخرى أذكر هذا المصطلح. Donc, c'est ça l'objectif du jeu. Et peut-être que je vais vous donner un exemple. Voilà une situation proposée, par exemple, à la première année de collège. Alors, en manipulant par des opérations élémentaires la position d'un chiffre dans un nombre décimal, alors cet exercice propose de donner une réponse à la question suivante. Comment augmenter ou diminuer le chiffre des unités, des dixièmes, des centièmes ou des millièmes? Voilà donc la réponse. Alors, on demande à l'élève d'effectuer des calculs successifs à l'aide des opérations plus ou moins multipliées et divisées en utilisant les nombres entiers ou décimaux uniquement composés des chiffres 0 et 1. Cela jusqu'à obtenir le résultat égal à 0. pardon الفكرة هي أننا نقترح على تلميذ أحد الأعداد ثم نطلب منه باستعمال الرقمين 0 و1 أن يقوم بالعمليات التي يريد من أجل أن يجد 0 في الأخير، ثم نقوم بعد عدد العمليات التي ارتكبها قام بها. فمثلا هذا التلميذ حصل على العدد 0 بعد القيام ب24 عملية. في حالة استعمال الآلة الحاسبة نطلب منه n'appuie pas sur la touche d'effacement. هنا لابد الإشارة إلى الفرق ما بين العدد والرقم، فالعدد مكون من أرقام والأرقام هي من 0 إلى 9. Donc voilà un exemple d'un exercice qui fait, en fait, ça fait apparaître la notion de jeu, hein. Alors pour les jeux, les serious games que je viens d'évoquer, c'est pas tout à fait possible dans une classe en général, puisque l'outil informatique, c'est pas tout le temps accessible. Et donc, voilà quelques défis. On a besoin des formateurs avec la technologie. On devrait avoir un soutien technologique, ce qui n'est pas toujours accessible. Alors, mais de l'autre côté, il s'agit bien des méthodes pédagogiques adaptées au cerveau. On y trouvera plus d'apprentissage et également plus de plaisir, hein. Et ça insiste la curiosité, la créativité, si vous voulez. Donc voilà, donc en ce qui concerne ce deuxième volet des jeux, je vais finir par le troisième volet qui concerne les énigmes mathématiques, ou bien ce qu'on pourrait appeler en arabe al-alghaz. Alors, qu'est-ce que c'est que les énigmes mathématiques? Alors, ce sont des énigmes impliquant un raisonnement avec des chiffres, des nombres, des calculs. Pour résoudre ces problèmes, il n'est pas forcément nécessaire d'être un bon mathématicien, mais avoir un esprit logique pour résoudre une situation.
Voilà un exemple. Je viens d'écrire sur une feuille tous les nombres entre 100 et 400. Combien de fois j'écris le chiffre 2? Voilà, donc c'est un énoncé qui est en général court, ne se demande pas de beaucoup de texte, qui est également simple et compréhensible, mais dont la résolution nécessite vraiment une réflexion sérieuse. Voilà donc un autre exemple dans le cadre le domaine de la géométrie de plan. Dans la figure suivante, calculer l'aire et le périmètre de la partie coloriée en rouge. Voilà donc c'est ainsi que je donne point à cet aspect des outils didactiques, que ce soit en histoire, en jeu, bien en énigme mathématique, sans vous alourdir la tâche. Merci de votre attention. Merci également de vos commentaires et vos réactions que j'aimerais bien prendre en considération. Très bonne continuation. À très bientôt.